Bonjour les amis, nous allons poser la question aujourd'hui, faut-il acheter un Fuji X10 en 2022? Alors le Fujifilm X10 est un compact expert au look rétro, très séduisant, sorti en 2011. Celui-ci arrivera sur un marché déjà bien encombré avec le Canon G12, le Nikon P7100, les Olympus XZ1 ou Panasonic LX5, en passant par tous les compacts à objectifs interchangeables. On peut le considérer comme le petit frère du réussi X100, qui présente toutefois quelques avantages qui peuvent faire la différence. Certains apprécieront le look rétro du X10, son zoom optique manuel, il a une vraie bague mécanique, son viseur optique, ses nombreuses molettes et raccourcis. Fujifilm a doté son compact expert d'un capteur CMOS plus grand qu'à l'accoutumée, il fait 8,8 mm x 6,6 mm, qui offre une bonne gestion de la sensibilité ISO. En outre, il est capable de filmer en HDTV 1080. Ce sont toutes ces spécificités qui font que le X10 garde une cote élevée, autour de 200 € en occasion. En effet, aujourd'hui, après l'arrêt de la fabrication des X10, X20, X30, difficile de trouver un compact expert qui conserve une ergonomie classique dans cette gamme de prix. C'est le compagnon idéal pour les amateurs de street photographie. Il conserve une taille idéale qui permet de l'avoir toujours sur soi. Son zoom 28-122 ouvre de 2 à 2,8 selon les focales, ce qui est un atout face à ses concurrents. Donc si vous avez l'occasion de trouver un Fuji X10 ou X20 en occasion, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Il vous permet de faire tous les réglages comme sur un réflexe ou un hybride. Ainsi vous êtes totalement maître de vos choix et vous conservez une ergonomie à l'ancienne avec les différentes molettes, spécificités de Fuji. Ainsi les photographes qui ont connu les grandes heures de la photographie argentique ne seront pas dépaysés. En ce qui me concerne, c'est celui avec lequel j'ai débuté mon aventure avec Fuji. À la base j'étais plutôt Nikon, mais assez nostalgique de l'ergonomie des boîtiers d'antan. J'ai donc flashé sur le look rétro du Fuji et été bluffé par la maîtrise de la colorimétrie de la marque. Ceci est particulièrement dû à leur longue expérience de fabricant de pellicules. S'en est donc suivi l'achat d'un boîtier Fuji X2, puis d'un XT2 et d'un X Pro 2. Depuis, je ne cacherai pas que j'utilise de moins en moins les Nikon. Faisant beaucoup de photos de rue, les Fuji sont beaucoup plus discrets et légers à transporter. Et leur JPEG parfait permet de conserver l'image telle qu'elle, ce qui permet de ne pas passer des heures en post-production. Cela permet aussi d'avoir les mêmes réflexes que ceux que l'on a lors de la prise de vue en argentique. Voilà la clé du succès de Fuji, revenir à la base de la photographie et à l'essentiel. Donc pour l'allumer, il suffit d'ouvrir la bague de cette façon et vous avez donc de 28 à 112, un petit zoom. Donc c'est une optique qui ouvre de 2 à 2,8, 2 lorsque vous êtes à 28 et 2,8 lorsque vous êtes à 112. Ici vous avez les mode manuel au niveau de l'autofocus, autofocus continu et autofocus single. Ici donc le déclencheur, ici un correcteur d'exposition de -2 à +2. Ici vous avez la petite bague avec les différents modes, donc programme, priorité vitesse, priorité diaphragme, manuel. Là c'est deux modes où on peut mémoriser ses propres paramètres. Ici, c'est pour filmer. Tout se marque immédiatement dans l'écran. Donc là, c'est le mode permet de régler les ouvertures de boîtier, permet de régler la vitesse d'obturation, mode auto partiel, sélectionne mode EXR, réglage d'appareil pour chaque scène, configure auto de l'appareil en fonction de la scène, prend image spécialement en vérifiant effet avec différents filtres. Vous voyez, tout est expliqué derrière, ce qui est plutôt bien. Ensuite, ici, vous avez une fois que vous avez fait une image, vous pouvez la lire en cliquant sur ce petit bouton. Là, c'est pour zoomer. Lorsque vous avez regardé une photo, c'est pour zoomer dedans. Là, c'est la balance des blancs. Ici, c'est pour ouvrir le flash, car vous avez un petit flash intégré. Ici, vous avez la griffe pour mettre un flash externe. Ici, c'est pour aller sur les différentes fonctions. Et là, vous avez le mode macro pour la poubelle pour jeter une photo lorsque vous l'avez prise, les modes flash, et puis le retardateur. Et ici, vous avez le bouton qui vous permet de passer en RAW. Et ici, c'est un bouton AEL AFL qui permet de mémoriser le point et mémoriser l'exposition selon les paramétrages. Une petite roue codeuse ici. Donc vous avez tout en fait sur un appareil qui est très compact. Vous voyez, il fait la taille de ma main. Et donc ça permet de l'avoir toujours sur soi, ce qui est plutôt un atout. Et ce qui est agréable, c'est que
tout est manuel, en fait, il n'y a pas de petit moteur électrique, même quand vous zoomez, la bague est totalement manuelle. Ici. Donc voilà. Donc pour ce qui est des caractéristiques, on va revoir les caractéristiques techniques. Donc le capteur est un CMOS EXR 2 tiers qui fait 8,8 mm x 6,6 mm. C'est un capteur 12 millions de pixels. L'optique, c'est un zoom manuel 4 x 28-122, en équivalence 24-36 bien sûr, qui ouvre de 2 à 2,8. Le viseur est un viseur optique avec zoom, couverture environ 85% et réglage dioptrique moins 3,5 plus 1,5. En effet, vous pouvez faire un réglage dioptrique ici en plus, au niveau du viseur, ce qui est plutôt rare sur un appareil de cette taille. L'écran est un LCD 7,11 cm 460 000 points. La mise au point est TTL AF avec détection de contraste avec lampe d'assistance et il a une position macro à 1 cm. Le mode autofocus, il existe le mode single AF, AF continu, EXR auto vidéo et manuel inclus One Push AF. La mesure d'exposition TTL, c'est sur 256 points, multi, centre ou moyenne. Ensuite, les modes d'exposition, vous avez scène, lumière naturelle avec flash, portrait, optimisation de portrait, paysage, sport, nuit, nuit avec trépied, feu d'artifice, coucher de soleil, neige, plage, fête, fleurs, texte, plongée, molette de sélection EX. Les vitesses d'obturation vont de 1/4 de seconde à 1/4 millième de seconde. La motorisation va jusqu'à 7 images secondes. La sensibilité ISO va de 100 à 3200 ISO. Et donc vous avez des photos qui sont absolument parfaites en JPEG entre 100 et 400 ISO. Après, vers 800 ISO, ça commence à faire un léger grain, mais qui n'est pas trop gênant. Vous pouvez continuer à faire des agrandissements assez importants. Les cartes mémoire se mettent en dessous. Elle se met ici. Et vous avez la batterie ici. Ensuite, l'alimentation se fait par une batterie Li-ion NP50. La connexion, c'est une USB 2 et il y a une mini HDMI et vidéo. Donc la dimension de l'appareil, c'est 11 cm 7 x 6 cm 9 et 5 cm 6 d'épaisseur. Le poids 350 grammes. Donc voilà. Donc pour ce qui est des points forts, il y a une bonne gestion du bruit électronique jusqu'à 1600 ISO, une qualité de fabrication et une bonne tenue en main, une viseur optique assez large et lumineux, un zoom de bonne qualité et lumineux aussi, une bague de zoom manuelle parfaitement fluide, un bon mode macro de 1 cm, une mise de sous-tension avec la bague de zoom, ça ce qui est plutôt sympa, une mise au point rapide et latence au déclenchement insignifiante, une dynamique des images importante, un mode rafale intéressant jusqu'à 7 vues par seconde, et bon, un mode vidéo qui maintenant est un peu dépassé, mais qui est quand même un HD TV de 1080 stéréo avec zoom optique. Et un déclenchement totalement silencieux. Les points faibles, ça serait plutôt le fait qu'il n'y ait aucune indication dans le viseur, notamment de la mise au point, pas de correction de la parallaxe, pas d'écran inclinable, une touche RAW non personnalisable en dehors du format d'enregistrement, une autonomie limitée de la batterie, mais ça c'est toujours le cas, vaut mieux en avoir 2-3, un format RAW propriétaire RAF, un boîtier assez imposant, ça dépend des points de vue, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre totalement dans une poche, il n'est pas si petit par exemple qu'un S95 de l'époque, un S100 ou aujourd'hui un G7X ou un G9X. Mais c'est important aussi d'avoir un appareil qui a quand même une certaine dimension pour bien l'avoir en main, enfin à mon goût. Ensuite, il y a les modes vidéo qui sont un petit peu maintenant dépassés, mais ça, bon, c'est avant tout un appareil photo pour faire de la photo et pas trop de la vidéo. C'est pour les amateurs de street photographie, entre autres, et donc ça, c'est pas vraiment un inconvénient. Donc, je dirais en conclusion, si vous en trouvez un, n'hésitez pas, sautez dessus, parce que je pense qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui le recherchent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bonnes photos.